mode. En dehors des circonstances de climat et de saison, la mode est soumise à des conditions extérieures, comme sont les inventions des marchands, la vanité des riches, l'imitation et la coutume. Et toutes ces causes réunies ne peuvent faire que la mode soit belle. Mais ces conditions auxquelles personne n'échappe tout à fait sont comme la matière de cet art de s'habiller si étroitement liée à l'art de se présenter, de parler, de danser, de se poser et d'attendre. Et la mode considérée de l'extérieur s'étend aussi jusqu'à ces arts-là. Il y a une mode pour saluer, pour donner la main, mais comme il y a pourtant une raison de préférer la vraie majesté à la fausse et la vraie politesse à la fausse, il y a aussi des causes principales qui font que la mode participe toujours à la beauté et l'exprime souvent. Déjà, l'uniformité est belle, puisque tout mouvement lâché est étrange et en même temps laid. Celui qui s'écarte de l'ordinaire par le costume ne fait autre chose que multiplier par cela seul des signes qui ne signifient rien. Chacun a connu de ces entêtés qui résistent à la mode, et il est clair que leur pensée est principalement occupée de l'effet qu'ils produisent. Avec leur chapeau de l'autre siècle, soit qu'ils soient fiers d'attirer l'attention, soit qu'ils craignent le ridicule. De là une honte ou une impudence en eux, et autour d'eux une honte qui vont au lait. Une autre condition de la mode est bien déterminante, et qu'elle vise toujours à diminuer aux yeux les disgrâces de la nature ou les offenses de l'âge. Et comme il n'est point poli d'avouer que l'on remarque l'âge ou les disgrâces, il n'est point poli non plus de les trop montrer, mais ce serait encore trop les montrer que les cacher trop. L'art de s'habiller facilite les passages, ou bien couvre les faiblesses d'un moment. On comprend d'après cela les finesses de la parure, et les fautes de goût aussi. Une jeune fille qui met de la poudre avec mesure est polie à l'égard d'une sœur aînée, et sa jeune sœur lui rendra de la politesse. Au temps où les hommes se paraient, la perruque était une politesse de tous à l'égard de ceux qui ne pouvaient se passer de perruque. Il faut dire aussi que la mode efface un peu les différences et nous préserve de jeter au visage des autres quelques caractères trop marqués. Le peintre pourra s'y risquer peut-être, le langage du portrait permet beaucoup, mais le portrait vivant exige plus de décence, un caractère se découvre, à qui le cherche, mais ne point s'offrir à un homme occupé d'autre chose et qui ne regarde que du coin de l'œil, d'où l'on a tiré qu'il y a quelque chose d'ordinaire dans un beau visage. La beauté de l'espèce est alors comme un chemin qui conduit à reconnaître la beauté individuelle, en conformité avec cette loi de toutes nos connaissances, que le tracé simple et commun peut seul porter les différences et en faire des pensées, comme un bon chanteur arrive à émouvoir sans détonner. De même, un beau visage garde toujours la forme humaine. Ainsi, se trouve expliqué un paradoxe assez piquant, c'est que les figures très expressives n'expriment rien, mais cette idée est trop métaphysique peut-être, ne la séparez point de l'observation. Ce qu'il y a d'esthétique dans la mode, c'est une sécurité et une grâce qu'elle donne par l'assurance de ne pas accrocher l'attention. L'impudence l'aide par l'égarement. Je veux dire que l'impudent qui provoque l'attention est forcé d'y répondre par des regards, des gestes, des sourires qui n'ont point de sens, qui ne sont point composés, qui vont même au-delà de l'extravagance d'esprit, si ce n'est dans la folie. L'air sot n'est que dans cette déroute de l'expression humaine, évidemment déterminée par l'extérieur et nullement gouvernée. Il y a une ressemblance entre ce langage des signes précédent, alors toute pensée et tout sentiment, et la conversation d'un sot qui parle plus vite qu'il ne pense. Il faut une assurance déjà pour improviser sans risque. Et c'est en quoi les lieux communs sont utiles, car il faut d'abord essayer des signes. La mode joue le rôle des lieux communs pour les signes non parlés. Le corps et même le visage s'y trouvent abrités et cachés. Le sentiment est libre et la nature individuelle peut s'exprimer et se saisit elle-même par là. Tout est paradoxe dans la nature humaine, tant que l'on n'a pas remarqué que la pensée est commune et que ce qui n'est point du tout pensé n'est même pas senti. L'extravagant ne sait pas lui-même ce qu'il éprouve. La poésie arrive aux nuances par le langage commun, non autrement. Et c'est par la poésie, trésor commun, que chacun connaît ce qu'il sent. En bref, différence suppose ressemblance d'abord. Être à la mode, c'est donc savoir une langue. Aussi les négligences du costume entraînent toujours, même chez les hommes supérieurs, une négligence des sentiments qui complètent le caractère bohème, toujours ambigu, même dans la joie ou la tristesse marquée. C'est pourquoi on se moque assez sottement des soucis et de la gêne que la mode impose. On ne compte pas la précieuse liberté, le sentiment d'être soi, l'intimité avec soi qui résulte aussitôt d'un costume convenable à l'âge, à l'heure et au milieu humain.
On dit trop vite qu'une femme devrait se montrer à son avantage sans s'inquiéter de la mode, mais c'est ce qui n'est point possible parce que le plus petit scandale déforme les traits. Donc, quelle que soit la mode, elle embellit et par là, elle est embellie. Enfin, la mode est soumise aux conditions du costume et remarquez que le costume contribue toujours à cette retenue sans laquelle il n'y a pas d'expression. J'entends naturellement l'expression de chaque être par lui-même, non l'expression d'autre chose. Nous touchons ici un des secrets de l'art et un des points disputés. Il faut choisir, les essais décideront de l'idée. Posons donc que l'action n'est point l'expression et que la nature ne s'exprime nullement dans la liberté animale. L'artiste chante et ne crie point, le poète parle au lieu de soupirer et de gémir, et les plus puissants arts d'expression laissent le mouvement. Aussi peut-être l'écueil de la peinture et de la sculpture est-il de trop chercher le mouvement. Il n'y a point une échelle de beauté entre les œuvres qui ont un sens d'imagerie, comme la création de l'homme de la Sixtine, et les autres figures endormies ou songeuses. Mais saisissons déjà au sujet du vêtement et de la mode, et enfin de l'ornement du corps, cette étrange séparation entre l'expression et le mouvement. Sans doute le mouvement libre exprime trop, ou plutôt exprime tout sans choisir, aussi bien les actions extérieures qui nous déterminent, aussi bien les émotions passagères au sujet desquelles il n'y a rien à chercher ni à deviner. La mère qui tient et l'enfant tenu expriment au contraire beaucoup. Le protée enchaîné, c'est l'homme habillé. Autrement, il faudrait dire que l'homme ivre est le meilleur acteur, mais il s'en fout de beaucoup. Et l'on découvre ici toutes sortes de règles pour la déclamation, pour la musique et même pour l'architecture. Mais le costume nous les montre mieux et la mode encore mieux parce qu'elle enchaîne davantage. La pudeur en toute chose conduit à l'expression qui se recueille, rayonne. Et le vrai geste est vers le dedans, disons mieux vers le repos du corps qui seul parle. À bien regarder, il n'y a que la pudeur qui s'exprime, l'impudence ne révèle rien de vrai. Enfin, penser n'est pas crier, c'est peut-être le serré de la vraie prose et des plus beaux vers qui illustrent le mieux la vertu du costume. Comprend-on maintenant que la mode a si naturellement au style de la parure? Il est clair qu'un équilibriste ne peut se permettre aucun mouvement de surprise ou de passion. Une femme parée ressemble assez à un équilibriste. L'édifice des cheveux, les pendants d'oreilles, les colliers et médaillons l'avertissent de mesurer et d'enchaîner ses mouvements. J'ajoute que par leur contact familier, ils conseillent et arrêtent. Un des effets du vêtement est de rendre le corps plus présent et plus sensible à lui-même par des perceptions de la peau. Les parures seraient une espèce de vêtement pour les parties découvertes, et c'est une raison des bagues aux mains. D'autres raisons expliquent les bijoux scintillants, car le regard est ainsi détourné de certaines petites rides à la tache de l'oreille, au cou, au poignet, qui relèvent trop l'âge, et la peau se trouve veloutée par ce voisinage et par ce contraste. Une voilette est plus visiblement une sorte d'écran aussi, mais toutes les parures sont des voilettes, et peut-être s'agit-il moins de masquer l'âge que d'atténuer les effets fugitifs d'un chagrin ou d'un malaise. L'expérience fait voir que l'échange des petites peines fait une mauvaise société. Et c'est presque indiscret de se montrer pâle ou rouge selon les digestions. On dira là-dessus qu'il est indiscret aussi de le remarquer, mais c'est un effort désagréable que de ne pas le remarquer. En bref, il est beau d'offrir à ses semblables un visage invariable et imperturbable, sensible seulement à ce qu'il veut entendre. Je reviens une fois de plus à une idée de première importance qui deviendra peu à peu familière. La franchise n'est pas de se laisser aller à tous les mouvements qui peuvent être pris pour signe. On pleure pour un moucheron dans l'œil, on pleure aussi malgré soi pour d'autres causes, on rougit souvent sans savoir pourquoi, et de plus en plus à mesure que l'on y pense. L'attention s'exerce en vain là-dessus, et le vrai observateur voudrait écarter ces mouvements de l'instinct, toujours dominés par les circonstances extérieures. Ce sont des lettres mêlées, n'essayez pas de lire. Un homme qui a froid se frotte les mains comme s'il était content. La timidité naturelle à tous complique encore les choses par un souci de réparer et de corriger ces vains messages qui gestent les assistants dans l'inquiétude. Il ne faut qu'un timide pour troubler une réunion d'hommes et de femmes. On comprend déjà que la politesse domine tous les arts dont le corps humain est la matière. Beaucoup désespèrent d'être jugés selon ce qu'ils sont. Cela vient de ce que la nature animale tend ses signes et ses tromperies entre lui et les autres.
Si l'on veut dire ce que l'on pense, il ne faut pas dire tout ce qui vient. Pareillement, si l'on veut paraître soi, il faut réduire d'abord les apparences et les composer à la fois selon la coutume et selon l'équilibre. Après quoi, ce n'est pas un singe, mais un homme qui s'avance. Et l'image naturelle de la femme lui est peut-être plus étrangère encore, parce qu'elle est moins forte, moins assise, moins soutenue. Il faut donc que cette femme soit parée pour que vous saisissiez les vrais signes. À mesure qu'elle est moins parée, moins soutenue, moins vêtue, elle vous est plus étrangère et à elle-même aussi. De la politesse, on commence peut-être à apercevoir que la civilisation se reconnaît à ce calme du visage et du corps qui s'oppose si bien à l'agitation des enfants lorsqu'ils font des mines par timidité. Et songez qu'il n'est pas poli de rire si l'on ne sait pas où, si l'on ne peut pas dire de quoi l'on rit. Ici, nous saisissons la vraie politesse qui est bien loin de flatterie et bassesse et qui consiste à ne dire que ce que l'on dit et à n'exprimer que ce que l'on veut. Montrer de l'étonnement malgré soi, de la pitié malgré soi, de la gaieté malgré soi, c'est toujours impoli. Mais exprimer sans ressentir ce qui est maladresse, gaucherie, ou comme on voudra dire, ce n'est pas moins impoli. Tels sont les rires à contresens et la rougeur sans raison. Le timide est celui qui connaît ses improvisations et qui en redoute les effets, mais il tombe dans la faute contraire et dans tous les cas il montre dessus cette lutte contre soi, et d'autant mieux qu'il veut la cacher. De toute façon, la politesse est donc une maîtrise de soi qui n'exclut ni la force, ni l'insolence, ni même l'outrage, car ce qui est volontaire n'est pas impoli, mais bon ou méchant. J'ai assez expliqué qu'il y a un art de vivre où la politesse bien comprise est presque tout, et même tout. Que cet art de vivre soit un art au sens plein du mot, c'est ce qui est maintenant assez visible. L'homme n'est objet de repos, si l'on peut dire, que s'il est poli, mais aussi c'est par là qu'il arrive à toute la beauté qui lui est possible. Et au contraire, la grimace, les sourires niais, les tics, les plis qui n'expriment rien de durable, enlaidissent les visages qui seraient au repos les plus agréables. Nous viendrons à traiter de la beauté du corps humain. Il faut dire déjà qu'il y a des genres de visage et des genres de structure pour chacun desquels il existe un équilibre qui est sa beauté propre. Assurément, les signes de l'âge ne déplaisent point autant que les plis marqués par les passions, mais il faut dire aussi que ces traces résultent des émotions non exprimées, car les passions, à vrai dire, ne naissent que d'une interprétation des signes de soi que l'on croit donner. La haine, par exemple, n'est qu'une indulgence à la colère. Quelques explications sont aussi nécessaires. Il n'est pas vrai que notre premier mouvement, action, signe, tumulte intérieur, nous renseigne bien sur nos véritables opinions. L'humeur ne mesure pas l'injure. Cette proposition si simple est pour toujours oubliée. Voici pourquoi. Nos premiers signes entrent dans l'événement et le font aller de façon à nous donner raison, si l'on peut dire, à la fin. Car si je riposte seulement par geste à une remarque un peu blessante, je fais naître la guerre et tout ce que je supposais devient vrai. Mais si je m'abstiens de tout signe, ce qui est politesse, mon opinion sera tout à fait autre. La pensée consiste toujours en un jugement différé, en un doute sur les apparences. C'est par là qu'un visage tranquille se montre plus vrai, et c'est cette défense de soi qui conserve la vraie jeunesse. Ainsi, il n'y a point de mensonge dans la politesse, car ce que je montre par impolitesse, ce n'est point moi, c'est un animal inquiet. Tremblant, brutal, on dit énergiquement « quelle mouche vous pique ?» Et cela exprime bien l'empire que les menues choses ont trop souvent sur notre humeur, et même la poussière. Un rayon de soleil rassemble vos sourcils, et vous voilà en Jupiter tonnant, si vous n'y prenez garde. Certes, celui qui m'épargne ses vaines recherches sur les mouvements de sa peau ne me cache rien qui vaille. Le vrai peintre chasse un autre gibier. De l'aisance et de la grâce. La timidité est le mal de tous, sans exception, quoiqu'on ne l'avoue guère. Et toutes les fois que l'on se trouve hors des chemins de la politesse, comme l'orateur, l'acteur, le candidat, le mal, va jusqu'à la révolution d'entrailles. Ce fait si connu donne la mesure de la puissance des passions, car en voilà une qui est presque sans objet, mais qui se suffit à elle-même, et qui s'augmente par ses propres effets et par ses propres signes. L'assurance est un effet de volonté, qui supprime les effets extérieurs de cette passion et même les pensées qu'elle fait naître, et il n'y a point de beauté sans assurance. Mais l'aisance et la grâce sont plus belles. Stendhal dit bien de Madame de Rênal cette démarche qu'elle avait quand elle était loin du regard des hommes. Il y a une grâce de l'enfant qui fait connaître que c'est sa mère qui le tient. Cette sûreté sans effort est rare. Il fallait à cette femme de beaux jardins bien clos. Toutefois, d'autres hommes peut-être auraient pu la voir ainsi sans la surprendre.
La grâce exprime donc toujours un rapport de société, c'est pourquoi la grâce dans un portrait dit beaucoup. La grâce est une conversation muette, apprêtée et libre, où les surprises ne sont que de jeu. Le difficile, on le comprend, est de ne pas aller jusqu'à la grâce niaise ou vide, ce qui ressemble à parler sans rien dire de peur de choquer. Il faut toujours de la force dans la grâce et, si l'on peut, de la profondeur. Ce qui est hors de doute, c'est qu'il n'y a point de profondeur sans la grâce en soi et autour. C'est ici comme à l'escrime où la plus petite contracture ralentit. L'art d'aimer suppose cette grâce-là, et les amitiés qui en sont privées ont toujours quelque chose d'aride. La grâce est donc une confiance échangée, comme entre les gymnastes qui comptent l'un sur l'autre. L'aisance va moins loin que la grâce. Elle affirme plus et donne moins. Il se peut même que l'aisance effraie le timide, ce que la grâce ne fait jamais. Le sourire fait partie de la grâce, mais non par le sourire voulu, qui n'est qu'un expédient de sagesse et qui précède la paix du corps. Le sourire de la grâce suit au contraire la paix du corps. Il l'exprime, il monte, si l'on peut dire, du corps au visage au lieu que l'autre essaie de descendre. Un des effets de l'amour plein, c'est la grâce pleine, mais aussi la grâce est un échange et la joie d'avoir ainsi reçu et rendu est la plus durable des joies, ce que le mot grâce exprime très bien par son triple sens. Nous disons qu'on peut avoir de la grâce seule, pourvu que les choses s'y prêtent. Non, pourtant dans la nature brute, et c'est en cela que la beauté des édifices, du mobilier et de la musique est liée à la grâce humaine. Enfin, pour tout dire là-dessus, il y a une faiblesse aussi dans la grâce, car il faut que l'on sente que rien la trouble. Ce n'est que le sommeil des passions. C'est pourquoi il n'y a point de grâce achevée dans une santé forte. Et c'est en ce sens que les signes des passions toutes prêtes sont aussi une partie de la beauté.